L'évolution des structures socio-professionnelles depuis la seconde moitié du XXe siècle. Commençons par définir et à distinguer population inactive, population active et population en emploi. La population se décompose en deux groupes. D'abord la population inactive, qui rassemble toutes les personnes qui n'exercent pas d'activité rémunérée et qui n'en cherchent pas. Le deuxième groupe est la population active, qui se décompose en deux parties. D'abord les actifs occupés, en emploi. Ce sont toutes les personnes qui ont un emploi rémunéré. Ensuite, les chômeurs, qui rassemblent les personnes sans emploi qui en cherchent un et qui sont disponibles. Première transformation, la tertiarisation des emplois. Colin Clark distingue trois secteurs. Le secteur primaire, c'est l'ensemble des activités productrices de matières premières issues de la nature, par exemple l'agriculture, les mines ou la pisciculture. Le secteur secondaire, qui regroupe toutes les activités qui vont transformer à grande échelle des matières premières, principalement le secteur industriel et la construction. Et enfin le secteur tertiaire, qui rassemble toutes les activités qui ne relèvent ni du primaire ni du secondaire, sont principalement les services marchands et non marchands. Depuis les années 50, il y a eu une transformation sectorielle des emplois. Dans le secteur primaire, la diminution de la part des actifs s'est accélérée. Dans le secteur secondaire, il y a eu deux évolutions. D'abord, jusqu'au début des années 70, la part des actifs a augmenté, pour ensuite diminuer. Enfin, dans le secteur tertiaire, l'augmentation de la part des actifs s'est accélérée. Deux grands déterminants à ces évolutions. Le premier, c'est le rôle du progrès technique et des gains de productivité qui vont être différents sur le secteur. Ce sont les lois de Fourastier. Le deuxième déterminant, c'est le rôle de la demande. En effet, quand le revenu augmente, les dépenses ne vont pas augmenter au même rythme sur le type de consommation. Ce sont les lois d'Engel. Ainsi, pour le secteur primaire, la productivité augmente rapidement, alors que l'augmentation du revenu ne se traduit pas par une augmentation très rapide des dépenses alimentaires, elles vont augmenter lentement. Ainsi, le nombre d'emplois va diminuer. Pour le secteur secondaire, la productivité va augmenter très rapidement. En revanche, l'évolution de la demande va être différente selon les époques. En effet, quand le revenu augmente, dans un premier temps, les dépenses de produits manufacturés vont augmenter. Le nombre d'emplois va alors augmenter. Lentement, mais il augmente. En revanche, dans un deuxième temps, du fait de la saturation des besoins, les dépenses de produits manufacturés se stabilisent. Le nombre d'emplois diminue donc. Enfin, pour le secteur tertiaire, la productivité augmente lentement, alors que l'augmentation du revenu se traduit par une augmentation rapide des dépenses de services. En effet, ce sont des biens supérieurs. Ainsi, le nombre d'emplois va augmenter dans le secteur tertiaire. Deuxième transformation, la salarisation de la population active. Commençons par distinguer ces deux statuts, salarié et indépendant. Pour un salarié, il y a un contrat de travail entre le salarié et l'entreprise. En revanche, pour un indépendant, il n'y a pas de contrat de travail. Le salarié va travailler pour l'entreprise, alors que l'indépendant est à son compte. Il y a d'autres différences entre ces deux statuts. Le salarié a un salaire fixe, alors que l'indépendant a un revenu qui dépend de son activité. Enfin, il y a le lien de subordination entre le salarié et l'entreprise. L'employeur peut imposer des directives, alors que l'indépendant est autonome. Jusqu'à la fin des années 90, la part des emplois salariés va augmenter. Cela peut s'expliquer par l'augmentation de la taille des entreprises, mais aussi le développement du secteur tertiaire non marchand. De manière parallèle, la part des emplois indépendants va diminuer. En effet, le statut de salarié devient un statut recherché, puisque le Code du travail et la création de la sécurité sociale donnent des protections aux salariés. En revanche, depuis le début des années 2000, la part des emplois salariés diminue légèrement, alors que la part des emplois indépendants augmente. Il y a plusieurs formes de ce renouveau du travail indépendant. D'abord, le développement des très petites entreprises, notamment dû à la création du statut d'auto-entrepreneur devenu micro-entreprise. Cela peut être aussi une forme de salariat déguisé. En effet, le travailleur a un statut d'indépendant, en théorie, mais de fait il ne travaille que pour une entreprise. C'est ce que l'on nomme l'ubérisation des emplois. Plusieurs déterminants expliquent ce développement récent du statut d'indépendant. D'abord, pour les entreprises, il est parfois plus intéressant de recruter un indépendant que d'embaucher un salarié.
En effet, un indépendant est rémunéré à la mission, il est moins coûteux qu'un salarié. Ensuite, cet indépendant peut être plus efficace puisqu'il y a une obligation de résultat. Pour les salariés aussi, et pour les anciens travailleurs, pour les travailleurs aussi, cela peut être intéressant. En effet, l'augmentation du chômage et de la précarité incite à créer son emploi ou accepter des conditions de travail peu avantageuses. Ensuite, la création du statut d'auto-entrepreneur et le développement des start-up ont entraîné l'augmentation du nombre d'indépendants. Enfin, ce statut est aujourd'hui valorisé puisqu'il est synonyme de liberté et d'autonomie. Cependant, le statut de salarié reste majoritaire aujourd'hui. 90% des emplois sont salariés, seulement 10% des emplois sont indépendants. Troisième transformation, l'augmentation des qualifications. La qualification est l'ensemble des connaissances, des aptitudes et des expériences nécessaires pour un poste. On parle alors de qualification de l'emploi, ou bien mis en œuvre par l'individu. On parle alors de qualification individuelle, c'est le capital humain. Jusqu'au début des années 2000, on a réellement noté une augmentation de la qualification à la main-d'œuvre. En effet, le nombre d'emplois qualifiés a augmenté, le nombre de cadres de profession intermédiaire a augmenté, alors que le nombre d'ouvriers non qualifiés a baissé. Plusieurs déterminants à cette évolution. D'abord, la main-d'œuvre qualifiée assure une compétitivité qualité qui est indispensable aujourd'hui en période de mondialisation. Ensuite, on a vu un progrès technique qui est biaisé, c'est-à-dire que le développement des nouvelles technologies permet de remplacer les emplois routiniers, mais exige des emplois qualifiés. Enfin, c'est une demande des familles qui espèrent, par cette augmentation de la qualification, assurer une mobilité sociale ascendante. Cependant, depuis quelques années, on parle de polarisation des qualifications. En effet, tous les emplois non qualifiés n'ont pas disparu. Le nombre d'aides ménagères, d'aides à domicile et assistantes maternelles a augmenté. On parle alors de polarisation des qualifications, c'est-à-dire que la part des emplois qualifiés et peu qualifiés dans les services augmente, alors que la part des emplois intermédiaires dans l'industrie diminue. Cela peut s'expliquer par le fait que ce sont des emplois non délocalisables ni automatisables, et que une demande reste forte. Quatrième transformation, la féminisation des emplois. En effet, depuis la fin des années 60 et encore plus des années 80, la part des emplois occupés par les femmes augmente, alors que la part des emplois occupés par les hommes diminue. Plusieurs explications. La première, c'est que les femmes occupaient traditionnellement des emplois dans le tertiaire et que ces emplois connaissent une croissance forte. La seconde est que l'on voit que le nombre de femmes dans les emplois de plus en plus diversifiés augmente. Cela s'explique par les changements culturels liés aux transformations des statuts, rôles féminins.